Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous êtes sur RTI 2, vous faites le bon choix à la une de l'actualité de ce week-end. L'escale 225 nous conduira ce soir sur le littoral ivoirien où les falaises de Fresco continuent de fasciner. Un site magnifique qui suscite un regain d'intérêt pour sa préservation, découverte dans quelques instants. À l'international au Nigeria, détresse et inquiétude après l'enlèvement de plus de 300 élèves d'une école catholique. Merci pour votre fidélité. Le Rotary Club Abidjan Lagune fait un pas décisif vers la souveraineté alimentaire. L'organisation vient de lancer 9 projets agropastoraux d'un montant de plus de 16,9 millions de francs CFA destinés à renforcer l'autonomie économique des communautés. Les détails avec nous, Sangari. Faire de la souveraineté alimentaire son cheval de bataille, c'est l'engagement du Rotary Club Abidjan Lagune qui lance une série de projets agropastoraux destinés à renforcer l'autonomisation des communautés. 9 projets au total pour un coût global de 16 935 500 francs CFA. Ils portent sur la pisciculture, l'élevage de volailles, le maraîchage et les cultures vivrières. Ces projets-là, on va en faire 3 phases de décaissement. On a commencé déjà à décaisser une première phase pour voir vraiment réellement si les bénéficiaires de ces financements-là exécutent réellement les projets pour lesquels sont destinés ces financements-là. Aujourd'hui, la souveraineté alimentaire est un vrai débat au niveau de l'État de Côte d'Ivoire pour la souveraineté agricole. Et le Rotary ne pouvait pas rester en marge de cela. Et donc, c'est ainsi qu'à notre petite échelle, on a commencé à initier ces projets-là. On espère que justement, les premiers bénéficiaires vont prendre très sérieusement leur activité à bras le corps pour permettre aux autres jeunes et aux autres femmes et de pouvoir bénéficier aussi des prochains financements pour aider justement la communauté villageoise à pouvoir être autosuffisante alimentairement. Une initiative saluée par l'ensemble des bénéficiaires. Je voulais à tout prix faire pisciculture, mais c'est les moyens qui me manquaient. Aujourd'hui, je pense que l'argent est là. Je veux vraiment avoir moi-même mon propre pisciculture, un couet, avoir des poissons, vendre même aussi. Ces projets sont un moyen concret d'améliorer les revenus des bénéficiaires et surtout de contribuer à la souveraineté alimentaire du pays. C'est une bonne nouvelle. Cet engagement du Rotary Club Abidjan Lagune va contribuer à l'autonomisation des communautés. Et puis, il y avait fête ce samedi à Bandon, dans la commune de Cocody. La chefferie Tchagba a fait don d'un marché moderne à sa population, surtout aux femmes et aux jeunes, afin de les occuper sainement. Le reportage est signé Théodore Zouzou et Sidiki Ouattara. L'aléyan, danse traditionnelle féminine akan, exécutée à cette place du village de Mbadon dans la commune de Cocody. Moment crucial pour les habitants du village. Il célèbre l'anniversaire de l'installation officielle de son chef, Afo Ezaï Nyawa Makambu. Pendant des années, nos femmes pleuraient parce qu'elles étaient exposées à la pluie, au soleil et au vent. Elles demandaient au chef de faire en sorte que dans les meilleurs délais, elles puissent disposer d'un marché moderne afin de pouvoir donc faire l'exercice commercial dans de bonnes conditions. La chefferie a pris à bras le corps ce projet et avec un promoteur, nous avons construit ce joyau que vous voyez là. Aujourd'hui, l'anniversaire de l'intronisation du chef du village est un prétexte pour inaugurer ce marché. Comme président de la génération Kagba au pouvoir aux habitants, un marché moderne. Cet édifice est inauguré par le chef. Il estime que son peuple ne doit pas être dans la précarité. Nous avons réfléchi durant 4 ans pour bâtir ce joyau, épanouir la population de Mbadon, pour que Dieu lui-même fasse que la paix, la cohésion tant prônée par le président de la République de Côte d'Ivoire, que cette paix réjaillisse sur la Côte d'Ivoire, Mbadon et tous les villages à Tchan. Cette infrastructure comprend des étals, 149 magasins, des bureaux et des appartements, en plus d'un système de sécurité. De quoi réjouir les exécutants du projet et les femmes. Il nous a été demandé de bâtir un édifice à l'image du village. Dieu merci, les conditions se sont bien présentées et nous avons fait ce qui nous avait été demandé. Je crois que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises. Je suis vraiment très heureuse, très contente du marché. Un beau marché, joli cadre. Et vraiment, je suis fière. C'est un moment de joie, de plaisir, parce que nous avons un beau marché
où il y aura différentes activités, où c'est aéré. Nous serons plus à l'aise parce que le cadre est propre et sécurisé. Ce marché moderne vient contribuer à l'amélioration des conditions de vie des filles et fils, mais aussi au développement qualitatif du village. Place à la rubrique du jour. En Côte d'Ivoire, les majestueuses falaises de Fresco continuent de fasciner. Déjà emblématiques sur le littoral ivoirien, elles attirent de nombreux visiteurs et suscitent un regain d'intérêt pour leur préservation. Entre érosion, enjeux touristiques et beauté naturelle, ce magnifique site demeure au cœur de l'actualité. Nos équipes se sont rendues sur place pour comprendre pourquoi ces falaises restent incontournables. Découverte avec Joël Gosset. Koiri, cité paisible, plus connue sous le nom de Fresco, est réputée pour ses attraits touristiques, encore à l'état sauvage. Forêt classée de ports côtiers, lagunes, mangroves, affleurements rocheux spectaculaires, plages, îles boisées, villages de pêcheurs et enfin falaises sont des attraits qui fournissent des excursions sans fin, à pied ou en pirogue. Justement, en parlant de falaises, la commune de Fresco détient la plus longue falaise fossile d'Afrique de l'Ouest. Jacques Nguessan Diegba, guide touristique reconnu de Fresco, est la personne indiquée pour nous conduire à ces falaises. L'accès à ce lieu est réservé aux férus d'aventure. Pour le découvrir, il faut traverser la lagune en pirogue. La marée est très basse à cette période de l'année. C'est parti pour une vingtaine de minutes de pirogue. La traversée se fait en chantant. Notre guide nous gratifie de mélodies cognois. Durant le trajet, plusieurs colonies de paludiviers. Avant, c'était rempli de paludiviers. C'est à travers les paludiviers qu'on passait pour aller là où nous allons maintenant. Tous les génies de Fresco, je vous appelle. Si les gens sont venus faire un travail et que ceux qui ne sont pas contents du travail qu'ils sont Une fois le bateau accosté, le piroguier fait des libations et demande aux esprits d'accepter notre visite. Je souhaite que l'équipe qui est venue faire le travail là soit bénie. Quand tu veux accoster, tu jettes l'eau à terre pour souhaiter la bienvenue. Voilà ce que j'ai fait. Après cette étape de notre voyage, il faut marcher près de 2 heures le long de la plage. Un périple pas du tout facile, mais réconfortant avec le balai incessant des habitants de cette partie de Fresco, nos amis les crabes de plage. Deux heures plus tard, les falaises se dressent fièrement sous nos yeux. Nous sommes sur la première falaise. C'est-à-dire pour nous repérer, nous les avons énumérés. Pour dire qu'il y a une première, deuxième, troisième. Donc la partie d'ici, là, c'est la première falaise. Après cette partie de la première falaise, on va tomber sur une plage. Une belle plage. Et après, nous allons sur la seconde falaise. On va faire le retour. Si la mer devant nous permet, nous irons à la troisième. Au cas où, on va s'arrêter sur la deuxième pour nous retourner. Donc, cette partie-là, c'est la première falaise. Les falaises sont en contact permanent avec la mer et s'étendent de Fresco à Dacioko. Là, on est libre. Puisque la mer ne sévit pas, elle ne nous presse pas. On a tout le temps, en ce moment-là, pour vaquer à nos plaisirs dans cette falaise-là. Mais si c'était en période
de montée de la mer là, il fallait vite faire pour sortir. Bon, on y va. Elles sont regroupées en 5 falaises. Falaise de François Cros, 18 mètres. Falaise des 12 frères, 22,5 mètres. Falaise des Fontis, 21 mètres. Falaise Kosso, 20 mètres. Et enfin, falaise de Dacioko, 19 mètres. Chaque fois que je viens ici, je découvre un changement. Nous sommes arrêtés en ce moment sur des roches. Mais des moments viendront que si vous venez là, tout le sable a disparu et vous serez sur des roches. Quand je vois ces changements-là, ça me fait un grand plaisir. Un site géologique de 15 mètres de long, reconnu pour ses riches gisements de fossiles. Ici, là, la mer a rongé, a effacé, a enlevé tous les huîtres d'ici. Mais par contre, venez par là pour bien les découvrir. Vous voyez, tout ça, tout ceci était le fond de la mer. Le fond de la mer où se reposaient les crabes, les huîtres. Voilà. Et c'est là-dedans qu'on trouve les vertèbres là. Voici un bigorneau. Selon le réseau africain de géoparcs AGN, l'environnement naturel aux alentours des falaises renferme une riche biodiversité de végétation abritant de nombreuses espèces animales dont certaines sont en voie de disparition. Dans cette falaise-là, nous avons des vertèbres de poissons, des crabes fossilisés de tout genre. Ces falaises fascinent notre guide Jacques Diegba depuis une trentaine d'années. Cependant, la mer fait disparaître des mètres de falaises chaque année. La falaise que vous voyez là, le dernier morceau était là, là où il y a l'écume aujourd'hui. La montagne arrivait là où il y a l'écume. Si bien que lorsqu'on voulait rentrer dans cette falaise dans les années 80, nous contournons ce bloc de montagne là. Mais la mer l'a fait disparaître. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, chaque année, elle détruit la falaise. Par sa puissance, la mer est puissante. Elle sévit chaque année, elle fait reculer les falaises, elle les détruit. Notre falaise est riche. Mais qu'est-ce que nous faisons pour préserver ce qui est là? Toutefois, ce fils de Koiri reste reconnaissant à Dame Nature pour ses largesses envers son peuple. Jacques s'y rend presque toutes les semaines. C'est son petit coin de paradis, dit-il. À 220 km d'Abidjan, 3h30 minimum de route, c'est ce qu'il vous faudra pour savourer cette merveille qui fait la fierté des Cognois, surtout de la Côte d'Ivoire. Toujours à propos d'environnement, mais hors de chez nous, les négociations sur le climat de la COP30 au Brésil ont débouché sur un accord en séance plénière ce samedi. Toutefois, à la surprise générale, la session a été brièvement suspendue après adoption formelle des différents textes. À l'heure actuelle, les 197 États sont parvenus à trouver un équilibre entre les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et le financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Retour en Côte d'Ivoire pour parler cinéma. La tournée de projection du film Et si Kong m'était raconté se poursuit. Selon le réalisateur Serge Koléa, la production de ce documentaire contribue à la connaissance et à la transmission de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le journaliste s'est intéressé à l'Empire du Kong afin de mettre en avant des éléments de l'histoire de notre pays. Charles Tatou. Standing ovation pour le journaliste réalisateur Serge Koléa et ses partenaires au Centre culturel Jacques Aka, à l'occasion de la projection du film documentaire « Et si Kong m'était raconté », une œuvre cinématographique d'1 heure qui nous plonge
dans l'épopée du royaume de Kong, une civilisation florissante fondée au XVIIIe siècle par l'empereur Sékou Ouattara. Sorties nombreuses des différentes couches sociales de la population séduite par cette production riche en enseignements culturels. Ce film m'a tellement émerveillé, moi et mes frères qui sont là, ce qui va nous pousser aussi à faire au moins un déplacement pour aller jusque là-bas, parce qu'étant chef, il faut savoir ses racines et ses cultures. On est très contents. Il y a beaucoup de choses qui étaient dedans aujourd'hui que nous ne connaissions pas en Côte d'Ivoire. On vient de découvrir. On nous a parlé d'un certain nombre de livres. Notre curiosité va nous amener à aller vers ces livres-là afin de mieux appréhender l'histoire. Principal objectif visé par les organisateurs, réconcilier la jeunesse avec la culture. Nous devons comprendre notre histoire afin de mieux construire le présent, de préparer aussi le futur. Nous allons aller vers ces populations pour leur présenter le glorieux passé de l'Empire de Kong. Les autorités locales et la représentante de la ministre de la Culture et de la Francophonie se réjouissent du choix de la localité des découvertes acquises à travers ce film, tout en saluant le travail du réalisateur. Un réel plaisir de suivre cette projection ici à Boaké. C'est un rappel qu'on vient de nous faire. Il faut qu'on s'en souvienne et qu'on tire le meilleur profit. De le saluer pour ce travail qu'il a abattu. Aujourd'hui, je voudrais lui dire chapeau. Et nous, on a appris beaucoup de choses. Que toutes les villes de Côte d'Ivoire, que tous les hameaux de Côte d'Ivoire puissent l'accueillir et profiter de la beauté de ce film, de la richesse de ce film. Une communication autour du thème de l'Empire à la République, héritage et trajectoire des Ouattara de Kong, donnée par le docteur Koulibaly Yalamoussa, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara, a permis à l'assistance de comprendre davantage sur l'histoire de la ville historique de Kong. Intéressons-nous au sport comme facteur d'union et de rapprochement des peuples. Une alliance est née entre la ville de Lola en Guinée-Conakry et celle de Danané en Côte d'Ivoire pour créer une cohésion entre les deux pays frontaliers, mais surtout à garder le vivre ensemble. Elle a été marquée par un tournoi de football qui a opposé les deux localités le mois dernier au stade du lycée municipal de Danané. Des précisions avec Maïssa Kogaï. La commune de Lola en Guinée-Conakry et celle de Danané en Côte d'Ivoire sont désormais alliées. Initiée par l'Alliance des jeunes actifs de Danané à Jade, cette alliance vise à renforcer la cohésion entre les deux pays. Elle est marquée par un match de football qui se tient tous les ans. Les gens de Danané et les gens de Lola, c'est deux pays frères et nous sommes ici. La Guinée est là, la Côte d'Ivoire est là. C'est nos frères qui sont de l'autre côté, de les approcher pour qu'il y ait toujours une cohésion sociale entre nous, de vivre ensemble. Après la rencontre de Lola, le dernier match s'est récemment tenu au stade du lycée municipal de Danané, en présence de supporters venus nombreux pour soutenir leur équipe. Le match a duré 90 minutes. Il s'est achevé par un score de 2-0 en faveur de l'équipe de Danané. Quand nous sommes là, en disant que c'est Lola contre Danané pour jouer le football, en réalité, ce n'est pas l'affaire de football qui nous intéresse. C'est comment faire pour qu'il y ait le lien de parenté, pour qu'il y ait la paix, la cohésion sociale entre les deux préfectures. Les deux jeunesses arrivent à faire les preuves de maturité. Je suis très ravi. Parce que quand on parle de la paix, c'est la jeunesse. Quand on parle d'un développement, c'est la jeunesse. Et qu'on ne peut pas parler d'un développement tant qu'il n'y a pas de paix. Et si cette jeunesse est occupée, cette jeunesse est là, avec une cohabitation pacifique, je sais que ça peut marcher entre les deux peuples. Le match s'est déroulé dans une ambiance conviviale, une rencontre que les organisateurs comptent institutionnaliser pour le bonheur des populations et surtout pour maintenir le vivre ensemble entre ces deux pays frontaliers. Ouvrons la page internationale de ce journal au Nigeria où le bilan s'alourdit après un nouveau rapt massif dans une école catholique. 315 élèves et enseignants ont été enlevés hier dans l'établissement Saint-Mary's de l'État du Niger, selon la dernière mise à jour de l'Association des chrétiens du pays. Toujours sur le continent, à l'ouverture d'un sommet du G20 ce samedi à Johannesburg, boycotté par Donald Trump, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a mis en avant la valeur du multilatéralisme et a annoncé qu'un consensus avait déjà été trouvé. La déclaration commune rendue publique appelle à une paix juste et durable, notamment en Ukraine. Enfin, en France, fait inédit dans la Ve République, la quasi-totalité de l'Assemblée nationale a rejeté dans la nuit d'hier à aujourd'hui le budget de l'État. Un vote sans surprise, mais qui augure mal de son adoption avant la fin de l'année.
Merci d'avoir suivi cette édition. À demain, même heure, même chaîne et surtout avec le même plaisir de vous servir. Bon week-end sur RTI2.